invités de Tunisie, de Côte d'Ivoire, du Sénégal et à notre président du Conseil national. Eh bien, on va commencer justement par l'ordre des fauteuils. Alors, Ali Bsela, président du Conseil national de l'ordre des pharmaciens de Tunisie. Par rapport à la couverture médicale universelle et par rapport aux missions du pharmacien, très brièvement, est-ce que tu peux nous faire un point? Et on a parlé donc de produits de santé, éventuellement aussi où vous en êtes sur les réformes de la législation, sur les compléments alimentaires et sur les médicaments conseils. À toi la parole. Merci. Je tiens tout d'abord à remercier notre ami Younous Belayeshi et tous les organisateurs de Officine Expo pour l'invitation et pour nous avoir donné l'occasion de voir et de rencontrer tous nos confrères, tous nos amis marocains et africains et d'autres pays. C'est toujours un plaisir et un honneur pour moi de participer à cette édition et de retrouver bien sûr tous nos amis. Après, bien sûr, 2 années difficiles qu'on a passées éloignées et dont la seule façon de communiquer, c'était par vidéoconférence. Pour ce qui est de votre question, docteur Najia, et concernant la couverture médicale en Tunisie, on a une date. Il faut distinguer une date et 2 périodes. La date, c'est 2007. Avec la réforme de l'assurance maladie. Avant 2007, il y avait 3 modes de couverture. Tout d'abord, la couverture qui concerne les fonctionnaires de l'État et les salariés des entreprises publiques. Ils sont couverts par la caisse d'assurance, la caisse de retraite et de la CNRPS, caisse de retraite et de protection sociale. Elle couvre les frais de dépenses de maladie des fonctionnaires de l'État et des salariés des entreprises publiques. Elle a été créée depuis 1951. Les frais sont couverts soit dans les structures publiques, mode tiers payant, soit dans le secteur privé en mode remboursement. Le malade, il avance les frais, puis il est remboursé. Pour ce qui est du secteur privé, c'est venu après, en 1961, la CNSS, la Caisse nationale de sécurité sociale, qui couvre les salariés du secteur privé. Ça s'est étendu progressivement. Ça a commencé par les salariés du secteur privé non agricole, puis ça s'est étendu pour les salariés du secteur agricole, et puis après pour les privés, les indépendants, les étudiants, etc. etc. Le troisième, là, les couvertures, les soins sont prodigués dans les structures de santé publique et des polycliniques de la CNSS, la Caisse nationale de sécurité sociale. Il n'y a pas de le privé, les salariés n'ont pas le droit d'aller avoir leurs soins dans le secteur privé. La troisième catégorie, c'est ce qu'on appelle l'assurance médicale gratuite. Elle concerne tous les travailleurs non déclarés, les familles à revenus très réduits et les travailleurs du secteur informel. Ça, c'est l'État qui les prend en charge par le budget de l'État dans les structures publiques, bien sûr. En 2004, il y a eu une réforme de ce système-là. C'est la loi 71-2004 qui a institué la Caisse nationale d'assurance maladie. C'est-à-dire le système, elle a regroupé, elle a unifié les 2 caisses et elle a instauré bien sûr un système d'assurance maladie obligatoire de base et un système complémentaire géré par les mutuelles et les assurances. Oui. Alors, on m'a dit que la salle, on devait, puisqu'on a pris du retard, il y a une manifestation dans un quart d'heure, 20 minutes, donc on part 10 minutes, donc il fallait être très rapidement. Oui, je finis là par la création de la CNAM. Il y a eu des discussions et des conventions ont été signées entre les différents
prestataire de services, et la CNAM, et elle a démarré en 2007. Progressivement, bien sûr, elle est basée sur, tout d'abord, la nature de la maladie. On a ce qu'on appelle l'APCI, c'est-à-dire les affections lourdes et chroniques. Ils ont un système à part, c'est-à-dire ces maladies-là, APCI, c'est-à-dire sont prises en charge intégralement, à 100%. À 100% bien sûr du tarif conventionnel et pour les médicaments du prix du générique le moins cher. Il n'y a pas de plafond pour les APCI, il n'y a pas de ticket modérateur. Pour ce qui est des maladies ordinaires, il y a 3 filières. La classification, c'est la classification par maladie, c'est-à-dire APCI et maladie ordinaire, et une autre classification par rapport au mode de prise en charge. Il y a 3 modes de prise en charge. C'est la filière publique qui concerne la prise en charge dans les structures publiques. Il n'y a pas de plafond. Les soins sont pris en charge, bien sûr, dans les structures publiques. Il n'y a pas le ticket modérateur, il est de 1,5 salaire par assuré et par an. Et bien sûr, pour les structures publiques, il n'y a pas de plafond, il n'y a pas de, c'est-à-dire il ne paye pas le malade quand il vient. Il y a un ticket de modérateur. Après, à la fin de l'année, on lui fait le calcul. Le deuxième mode, c'est le mode de tiers payant. Le mode de tiers payant, il faut un passage coordonné, c'est-à-dire un passage obligé par le médecin de famille, qui oriente vers le spécialiste. Là, les soins sont prodigués soit dans les secteurs, dans les structures publiques, soit dans les structures privées. C'est l'ouverture au secteur privé. Comme on manque de temps, oui. Si on peut faire un focus sur l'officine, qu'est-ce qui se passe à votre niveau, le tiers payant? Oui, voilà, c'est ça. C'est le secteur, c'est la filière privée et la filière remboursement. Sur la filière Il y a privée. deux filières pour le privé. C'est la filière privée, c'est-à-dire avec mode tiers payant, il paye un ticket modérateur et le reste, il est payé directement au pharmacien. Il y a un plafond, c'est 300 dinars. Quel est le délai pour qu'on vous paye, qu'on vous rembourse? Pardon? Quel est le délai que met la caisse d'assurance pour On vous va rembourser? venir au délai. Voilà, tout de suite, juste pour finir, le troisième mode, c'est le mode de remboursement. C'est-à-dire le malade, il achète ses médicaments, il paye le pharmacien, puis il est remboursé. Pour ce qui est du délai de paiement, il y a au début, pour passer en vitesse, au début, il y avait des problèmes d'ordre administratif entre la caisse et les pharmaciens, et le syndicat des pharmaciens d'officine a beaucoup bataillé justement pour essayer d'emmener la CNAM à respecter ses engagements. Et ça allait plus ou moins bien au début, mais en 2016, il y a eu une crise financière de la caisse de la CNAM à cause de non-paiement, de non-transfert de ses quotes-parts de la CNSS et de la CNRPS vers la CNAM. Parce qu'en Tunisie, la CNAM ne perçoit pas les cotisations. C'est les deux caisses qui perçoivent les cotisations et puis elles transfèrent 6,75% de ces cotisations à la CNAM. Comme elles ont des difficultés, ces caisses-là, pour justement, à cause du déficit de la caisse retraite, ils ne transfèrent pas toutes les sommes dues. Donc, elle est entrée dans une phase de crise grave de trésorerie. Comptablement, elle est équilibrée, mais c'est une question de finances. Donc, les délais se sont allongés de plus en plus. De 14 jours au début, c'était 14 jours. Puis après, c'est 1 mois. Maintenant, ça tourne autour de 4-5 mois. Donc voilà, c'est ça le problème. Quand un système n'est pas bien étudié, n'a pas surtout le financement. Tout d'abord, le taux de financement et le moyen de perception. Ce sont deux choses différentes, mais très importantes. Le moyen de perception, il faut que la caisse perçoit elle-même ses cotisations et ne pas passer par un autre intermédiaire qui risque de ne pas lui transférer ses...
Donc voilà, actuellement, il y a vraiment des problèmes et la convention sectorielle entre les pharmaciens et la CNAM, elle se proroge d'année en année, alors que normalement c'est en 6 ans, d'année en année parce qu'il y a vraiment des difficultés. Les pharmaciens font vraiment des sacrifices énormes et le syndicat des pharmaciens vraiment est très responsable sur ce point parce que si dans une situation de crise comme ça, on ne peut pas arrêter le tiers payant. Ça a été fait avant, en 2016, en 2017 et en 2018. On a été obligé d'arrêter justement le conventionnement des tiers payants. On ne servait plus les tiers payants parce que les délais commençaient à se rallonger. À chaque fois, il y a un accord, mais un accord qui tient quelques mois, puis la crise de la caisse vient justement tout remettre en cause. Malgré ces difficultés, la Caisse représente un avantage. La CNAM a représenté un avantage, elle a permis l'élargissement de la couverture à beaucoup de catégories et l'amélioration de l'accès. C'est indéniable. Au début, elle a quand même boosté un peu l'activité du secteur privé et c'est variable selon la catégorie. Les médecins, surtout généralistes, en ont beaucoup profité. Les pharmaciens, ça dépend de leur lieu d'installation. C'est lié aux salariés, au nombre de salariés par rapport à la population générale, etc. Donc, en gros, ça a profité au secteur privé. Mais avec ces difficultés, ça devient quand même difficile. Voilà. Je suis désolée de t'avoir frustré, mon cher ami Ali, mais comment je continue sur les autres sujets ou bien vous... On fait le tour sur le... Parce que j'aurais bien aimé, parce que c'était important. En tout cas, on retiendra que quand on va dans le tiers payant, ça peut aller très vite vers des retards. Et il faut surtout avoir une convention bien solide. Il faut bien négocier. Il faut bien négocier et avoir des garde-fous. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. C'est pour ça que... Merci. C'est ce que je voulais entendre dire, sachant que vous aviez fait justement la grève du tiers payant à un certain moment et que vous avez été mis en difficulté dans ce sens. Et la consommation des médicaments est beaucoup plus élevée, je crois 4 fois plus qu'au Maroc, en Tunisie. Alors, je suis désolée, mais je me sens moi-même frustrée parce qu'il y avait d'autres éléments qu'on voulait... Oui. Mais... Voilà, on nous demande de libérer la salle. Charles, très brièvement, où vous en êtes? Et vraiment, brièvement, au niveau de la couverture. Oui, merci Nadia. Je voulais quand même... Charles Bouguifo, je suis Charles Bouguifo, je suis le passe-président du Conseil national de l'ordre de Côte d'Ivoire. Alors, je voudrais vraiment m'incliner parce que ma dernière visite ici date du 4 mars 2020. Et ça fait 2 ans exactement. Et le 5 mars, je crois qu'il y avait le premier cas de Covid ici. Et donc, je voulais m'incliner à la mémoire de tous nos confrères qui sont partis, car il y en a eu pas mal. Et vraiment, je voulais vraiment qu'on soit tous solidaires. Et je voulais aussi vous dire que c'est toujours avec joie que je viens ici, parce que l'accueil est chaleureux. Et en plus, j'en dis, on est un environnement un peu particulier, parce qu'on a l'occasion d'avoir des éminences grises qui foisonnent, qui nous abreuvent de leur savoir, et ça, avec simplicité et humilité. Et cela grâce à Younes et à son équipe. Et vraiment, Younes, merci de cet environnement que tu nous permets d'échanger. Et comme je dis, on m'a empêché de venir l'année dernière. Maintenant, Covid ou pas Covid, quel que soit Alpha, je serai au rendez-vous de Expo, Officine Expo. En tout cas, merci pour l'accueil. Alors, pour parler de la Côte d'Ivoire, alors, quand j'entends parler de la couverture maladie universelle pour vos différents pays, j'ai envie de dire, oulala, qu'est-ce qu'on est loin. Quand je dis qu'on est loin, les premiers chez nous, c'était en 2004, mais la loi qui a permis de mettre en place la couverture maladie universelle, c'est en 2014. Donc, déjà ça. Ensuite, ça, grâce au président actuel qui voulait qu'on mette en place la couverture maladie universelle. Et par rapport à lui, j'ai envie de dire que la loi a été votée, certes, en 2014, mais la réalisation de la première couverture maladie en termes de prélèvement et tout ça, c'est en 2019, en avril. Et donc, les premiers soins en termes de couverture maladie universelle, c'est juillet 2019. Donc, c'est pour vous dire que c'est vraiment en tout début, ça n'a rien à voir avec ce qu'on a jusqu'à présent. Et c'est d'autant plus dramatique pour nos pays parce que contrairement à ce qu'on peut pouvoir
dire de la Côte d'Ivoire, on a quand même près de 46% de la population qui vit en dessous du seuil de pauvreté, c'est-à-dire moins de $1 par jour, ce qui est quand même important en termes de besoin de couverture sociale. Et par rapport à ça, il faut savoir aussi que le président, dans sa politique, a proposé que le prélèvement en termes de couverture maladie universelle soit de 1 000 francs CFA par personne et par mois. Juste pour avoir une idée, c'est-à-dire que si on vous prélève 1,52 €, eh bien c'est bien, ça vous permet de pouvoir bénéficier de la couverture maladie universelle. Oui, mais en retour, c'est vrai que c'est intéressant, c'est moins coûteux pour ceux qu'on prélève, mais comment mettre en place une politique qui puisse être pérenne et la viabiliser dans le temps? Et c'est ça qui a été un des problèmes qui a dû retarder la mise en place de cette politique chez nous. Donc, au jour d'aujourd'hui, elle a pu être mise en place, mais on voulait la mettre en place sans le secteur pharmaceutique. Parce que pour la CNAM chez nous, c'était évident, 1,5 € par personne par mois. La CNAM réfléchissait dans comment mettre en place un système où ce ne serait pas coûteuse pour elle. Et donc, le secteur privé, notamment, n'était pas un secteur avec lequel la CNAM voulait composer. Il a fallu que le secteur pharmaceutique fasse comprendre que, 1, il n'y a pas de couverture maladie universelle dans le monde entier sans le secteur privé. 2, qu'en termes de mise à disposition, d'accessibilité du médicament, sous toute l'étendue du territoire de la Côte d'Ivoire comme au Maroc, le secteur officinal et les dépôts de pharmacie sont représentés sur tout le pays. Donc, c'est le deuxième élément. Et le troisième élément, qui est l'élément le plus important, c'est que c'était les éléments par rapport au panier de soins. La CNAM voulait que le panier de soins soit relativement moins coûteux. Donc, pour la CNAM, il n'était pas convenable qu'on puisse pratiquer la même tarification que pour les médicaments classiques. Et c'est là où le secteur pharmaceutique en Côte d'Ivoire a dû faire preuve vraiment de patriotisme important, parce que dans le principe du tiers payant, donc sur les médicaments de la couverture maladie universelle, le patient paye 30% et c'est la CNAM qui paye les 70%. Et c'est sur ces 30% qui sont payés au niveau de la pharmacie que tout le circuit de distribution du secteur pharmaceutique va se payer. Donc, ça s'est traduit par une baisse de la marge importante sur ce type de produit, parce que c'est uniquement sur les 30% que reçoivent les pharmaciens que 14% sont reversés aux grossistes répartiteurs, puisque c'est la centrale d'achat du secteur public qui, elle, va faire l'appel d'offres, recevoir l'ensemble des produits et les mettre à la disposition des grossistes répartiteurs du secteur privé, qui pourront eux également les mettre à la disposition des officines de pharmacie. Ce qui a pour conséquence, ce qui n'existe pas chez vous, c'est que, aussi bien dans le secteur privé que dans le secteur public, le prix du médicament de la couverture maladie universelle est le même. Donc, le patient, il peut aller dans le secteur officinal comme dans le secteur public, prendre ses médicaments au même coût. Conséquence, ça c'est clair qu'on réfléchit dans le temps pour voir si ça n'aura pas un impact négatif sur le mode de fonctionnement du secteur officinal, mais j'ai envie de dire que c'est vraiment unique chez nous. Maintenant, la conséquence au jour d'aujourd'hui, c'est que l'évolution, la mise en place de cette couverture maladie universelle a eu quand même quelques freins, parce que l'ensemble de ces produits qui ont été importés sont des produits sous DCI. Je suis obligée sous DCI. Donc, je conclus sous DCI, et par rapport à sa DCI, je pensais que tu avais proposé 10 minutes à tout le monde. Là, non, 10 minutes pour l'ensemble, on m'a demandé. Pour c'est ça. Ah, ben d'accord. Donc, oui, c'est pas 10 minutes par personne. D'accord. Donc, je conclus. Donc, au jour d'aujourd'hui, deux difficultés majeures. C'est qu'on est tombé en 2019. Le premier, c'est qu'il fallait prescrire en DCI. L'ensemble des médecins ivoiriens, ça va prescrire en DCI. C'est qu'il y a eu une incidence sur la mise en place de cette couverture maladie universelle. Et l'autre élément, c'est la Covid-19. Focus de l'ensemble des politiques sur la Covid-19 au détriment de la couverture maladie universelle, qui, elle, donc, a peine à pouvoir démarrer. Donc, au jour d'aujourd'hui, on a une action relativement faible par rapport au secteur dans le domaine de la couverture maladie sur l'ensemble de la population. Merci Charles, voilà, parce que si on pouvait laisser une ou deux questions, on m'a accordé 10 minutes pour l'ensemble des intervenants, pas malheureusement, parce qu'on avait prévu beaucoup de choses avec la Tunisie. J'ai fini, donc voilà. Amat qui va nous organiser le prochain FPI, très brièvement, mais vraiment très brièvement, pour qu'on puisse avoir une ou deux questions et ne pas sortir tous ensemble frustrés. Ça marche. Non, dès que tu parles, ça marche. Merci, docteur Naja. Vous me permettez, à l'instar de mes prédécesseurs, bien évidemment, de remercier docteur Younes et l'ensemble des organisateurs de ce salon, mais également saluer le peuple marocain, qui est un peuple frère. Je pense que c'est des relations qui datent de très longtemps.
le Sénégal et le Maroc. Et je pense que nous le sentons chaque jour, à chaque fois que nous nous déplaçons, l'accueil qui nous est réservé, la considération, l'estime. Je pense que c'est un pays frère qui se prolonge dans un autre pays frère. Et pour ça, vraiment, nous témoignons tous nos remerciements et notre gratitude. Et nous nous sentons chez nous. Mais merci pour tout ce que vous avez fait. Et c'est l'occasion également pour moi de remercier mes frères sénégalais qui ont bien voulu participer quand même à ce salon. Je pense que nous sommes une délégation composée de 6 personnalités qui sont des responsables au niveau de l'ordre, le représentant du ministre de la Santé, également des professionnels du système de santé et des professeurs de l'université. Je pense que c'est vrai. Alors, pour vous dispenser tout l'historique, comme viennent de le préciser mes prédécesseurs, je pense que la plateforme reste la même. Mais ce qui est important de préciser, c'est l'engagement des pharmaciens sénégalais à accompagner l'État dans sa politique de mise en place du médicament à moindre coût et permettre à des populations démunies de pouvoir quand même avoir accès aux médicaments. Et de ce point de vue, je pense que ce qui est le plus important, c'est en fait cet accompagnement et cet engagement des pharmaciens à comprendre les enjeux pour que les populations quand même ne souffrent pas davantage. Ce qu'il y a peut-être lieu à rendre beaucoup plus performante, c'est comment faire pour que cela puisse toucher l'ensemble du territoire national et que cette couverture puisse quand même concerner l'ensemble des pharmaciens, qu'il n'y ait pas de disparité, et que également aussi du point de vue du recouvrement, parce que quand même il y a une très grande partie qui est sous notamment la charge de l'État, qui doit en fait faire l'objet d'un reversement à des temps réels et à des délais, parce que c'est ça qui permet quand même l'épanouissement du pharmacien et de pouvoir quand même faire face à la disponibilité du médicament. Je pense qu'à part cela, donc ça se passe très bien, et je pense que toutes les structures de la profession sont engagées dans ce sens, le syndicat, l'ordre et autres. L'ordre, c'est par rapport effectivement à la mission de santé publique, c'est pour cela qu'ils se sentent tout à fait concernés et engagés. Mais maintenant, toutes les questions qui revêtent un caractère financier et autres sont quand même sous le contrôle et la supervision du syndicat des pharmaciens. Voilà en gros pour la couverture maladie universelle. Et je pense qu'il y a en fait des avancées énormes parce que tout récemment, la profession a pu quand même mettre sur pied une couverture maladie universelle au profit des collaborateurs, des employés de pharmacie. Donc je pense avec l'État ou dans le privé? Non, c'est avec le privé en tant que tel. Avec les pharmaciens eux-mêmes, c'est à la charge. À vous-même, dans un fonds de pharmaciens. Exactement, c'est pour permettre effectivement donc, à ces collaborateurs... Donc, si j'ai bien collaborateurs... compris, c'est quelque chose à construire au Sénégal. Ouais, merci Amat d'avoir... Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et nous viendrons en force au Sénégal pour le prochain FPI, Inch'Allah. Gdira, Hamza, notre président, va être très bref pour nous présenter les éléments focaux qu'il souhaite nous rapporter. Alors, tu m'as dit que tu souhaitais lire un peu ton texte. Merci Najia. Voilà. Merci Najia. Mais remerciez-moi à mon ami Sioun Belayachi pour cet événement qui est devenu incontournable. Ça nous a manqué depuis 2 ans, malheureusement pendant la pandémie, mais voilà, on se retrouve. Bienvenue, messieurs les présidents. Merci Najia, chers consoeurs, chers confrères. Notre pays a fait des choix très courageux en matière sociale, et donc nous avons opté en faveur d'un État social, et c'est dans ce sens que notre monarque, que Dieu l'assiste, a donné ses instructions fermes au gouvernement pour la couverture médicale universelle avant le 31 décembre 2022 pour tous les Marocains. Depuis le 1er janvier, donc je vais aller très vite, depuis le 1er janvier 2022, donc plusieurs catégories socio-professionnelles intègrent ce système-là. Mois de juillet, 11 millions de ramidistes basculent vers la CNSS. Je dis ça pour que vous puissiez palper les conséquences positives pour notre secteur et pour l'activité officinale. Bien entendu, dans ce système, il y a plusieurs intervenants. Il y a les caisses, il y a les professionnels de santé et il y a le régulateur qui est l'ANAM. À noter que jusqu'à présent, l'équilibre financier de l'assurance maladie obligatoire a été préservé par des baisses continues du prix des médicaments, sans contrepartie pour les intervenants du secteur pharmaceutique.
Ceci a engendré des conséquences économiques pénalisantes pour ces professionnels dont les revenus sont indexés uniquement sur la marge du médicament. L'ensemble des professionnels souhaitent une révision du décret de fixation des prix des médicaments pour qu'il concerne uniquement les produits remboursés et ainsi permettre une autorégulation du marché avec le reste des médicaments, en l'occurrence les non remboursés. Au vu des contraintes liées à l'économie de santé, quel type de médecine serons-nous en mesure de prodiguer aux citoyens marocains? Probablement une médecine de famille avec un passage au préalable par un généraliste, puis un spécialiste si nécessaire. Ce premier filtre peut également concerner le pharmacien d'officine pour traiter certaines pathologies strictement encadrées par des protocoles thérapeutiques établis par les conseils de l'ordre, médecins et pharmaciens, sans pour autant empiéter sur les prérogatives de chaque profession. Ceci nous emmène à la contribution du pharmacien pour la réussite de l'assurance, la couverture médicale universelle. Contribution à la réussite à travers plusieurs actions en multipliant l'intervention du pharmacien d'officine. Parcours du patient. Pousser la pénétration des génériques. Actuellement, nous sommes à 39%, c'est vraiment anormal. Ça reflète le fait que nous n'avons pas aujourd'hui de politique pharmaceutique dans notre pays, il faut le dire, et j'espère que c'est quelque chose sur lequel on va travailler prochainement. Dossier, renforcer tout ce qui est préventif. Dossier pharmaceutique, renouvellement de certains traitements chroniques, éducation thérapeutique, adhésion thérapeutique, suivi des patients à maladies lourdes, tests d'orientation, notamment ce qui s'est passé pendant le Covid, intervention dans une liste de pathologies, vaccination contre la grippe, téléconsultation en officine, la rémunération de ces services contribuant à des économies pour les caisses de remboursement se fera sous la forme d'honoraires qui permettront aux pharmaciens de varier leurs sources de revenus. Bien entendu, la réussite de ce processus dépend de la bonne gouvernance du système de gestion et repose sur sa numérisation intégrale. Cela aura pour effet, entre autres, une meilleure communication interprofessionnelle ainsi qu'une fluidité des remboursements. On pourrait même imaginer un espace connecté dédié aux caisses dans les pharmacies pour en rapprocher les assurés et ainsi faire l'économie d'agences ayant pignon sur rue. Conclusion, il va falloir retravailler sur les textes, en l'occurrence le 1704, il y a des choses à faire là-dessus. Et puis, la réussite de la couverture médicale universelle du Maroc pourra être dupliquée vers nos confrères africains afin de renforcer la coopération sud-sud. Et je vous remercie. Merci Hamza Gdira d'avoir mis le focus sur un certain nombre d'axes essentiels, notamment la prise en charge des pathologies mineures bénignes par les pharmaciens, notamment exclure de la baisse des prix les médicaments non remboursés. Il reste simplement l'évaluation peut-être du tiers payant qui a été omise, mais c'est une synthèse globale, franchement, que je salue. Alors, avec votre permission, il était prévu que notre confrère de Tunisie nous dise un tout petit bref point sur les avancées au niveau des projets de texte qu'ils ont mis en place, notamment sur les compléments alimentaires avec des listes exhaustives pour les pharmaciens, pour la révision de la définition du médicament pour distinguer le médicament conseil qui peut aller dans une automédication encadrée, donc dans le conseil pharmaceutique, parce que nous, on n'utilise pas le terme automédication. Où ça en est? Je sais que vous avez passé une période difficile avec le Covid et que peut-être ça a dû ralentir un peu tout ça. Est-ce que tu peux nous faire un tout petit point dessus pour résumer? Oui, bien sûr. Merci, Dr Naji. Pour ce qui est des compléments alimentaires, c'est un vrai serpent de mer. Ça fait depuis 2014, moi-même, j'ai travaillé dans des commissions sur ce sujet et nous avons préparé un projet qui est resté en va-et-vient entre les différents ministères.
Dernièrement, ils nous ont appelés. Il y a eu un projet en 2020, un projet où il y a eu presque un accord entre tous les intervenants. Et on était très optimiste pour qu'il soit promulgué. Seulement, on l'a mis de côté au niveau du chef de gouvernement. Actuellement, il y a 2 semaines ou 3 semaines, ils nous ont appelés au ministère de la Santé justement pour discuter de nouveau de ce projet-là. Et j'espère qu'on va y arriver. Parce que la situation des compléments alimentaires en Tunisie commence à vraiment devenir un problème de santé publique. Et je pense que c'est partout où il n'y a pas une loi qui encadre et la fabrication, et l'importation, et les listes des produits à utiliser, etc. Tous les aspects. C'est-à-dire, nous avons proposé, et j'espère que ça sera fait, que ces compléments alimentaires, on a fait la distinction dans le dernier projet entre les compléments alimentaires à allégation de santé, qui devrait être réservé à la vente exclusive en pharmacie, en passant bien sûr par les grossistes, pharmaciens, grossistes répartiteurs, et les compléments alimentaires à allégation nutritionnelle. Il y a 2 catégories. J'espère que ça sera adopté, cette démarche-là, qui pourrait être vendu dans des boutiques où quand même il faut un cahier de charge et des conditions. On demande à ce qu'il y ait un pharmacien ou au moins un spécialiste nutritionnel, un médecin ou quelque chose comme ça. Ça, c'est pour et j'espère que ça sera la dernière fois, parce que moi, franchement, ça commence à ce problème-là. La révision de la définition du médicament intégrant. Pour ce qui est de la révision de la loi 73, nous avons constitué une commission au sein du Conseil présidée par notre doyen, c'est Jalal Abdallah, ici présent, que je salue là. Il a fait un bon travail. Justement, les thèmes principaux retenus, c'est la révision de certaines définitions en incorporant bien sûr la notion du médicament conseil, de produits pharmaceutiques non médicamenteux, etc. Un certain nombre, la restructuration de l'ordre, l'introduction de certaines formes d'exercice en ce qui concerne les sociétés, etc. C'est un projet vraiment pour moderniser justement la loi 73 et bien sûr l'introduction de digital dans l'exercice professionnel, parce que c'est très important, l'ordonnance électronique, etc. Tout ça a été préparé. J'espère que la situation permettra justement de nous faire avancer sur ce sujet. L'autre sujet, c'est les médicaments conseils aussi. Au sein du Conseil, actuellement, il y a une commission restreinte qui travaille. C'est un sujet ancien. On a préparé plusieurs projets, mais qui, au dernier moment, ont été bloqués. Dernièrement, j'ai réactivé, quand on a pris le Conseil, cette commission, et on est en train d'avancer. J'espère, là aussi, que ça aboutira. Voilà. Bon, merci infiniment. J'ai eu la tâche la plus difficile de ne pas vous donner suffisamment de temps pour développer encore plus et avec des débats, puisqu'on avait démarré un petit peu en retard. Et mille merci pour vos contributions. Oui. Alors, pour ce qui est des missions qu'on a pu obtenir en Tunisie, je voudrais dire un mot. Oui, oui, je t'avais demandé pour les missions. Justement, pendant la crise du Covid, bien sûr, les pharmaciens, comme tous les Tunisiens, comme tous les pharmaciens des autres pays, ont fait un travail, bien sûr, extraordinaire pour soutenir l'effort du ministère de la Santé pour justement essayer de s'opposer, de traiter les patients de Covid, etc. Donc vous avez dépisté, vous avez vacciné à Mathieu. La nouveauté, c'est qu'on a ouvert des horizons pour les pharmaciens d'officine et pour la profession. Tout d'abord, en matière de dépistage,
les TROD, les tests rapides dans les officines. Il y a eu un arrêté le 31, qui est sorti le 31 mai 2021 qui autorise la pratique de ces tests dans les officines, dans les cabinets. Et on a les pharmaciens d'officine ont fait un travail, ils ont contribué largement justement à l'opération de dépistage. On a fait, je crois, quelque chose comme 500 000 tests dans les officines. C'était bien sûr bien encadré, il y avait un texte de loi et c'était l'obligation de le faire à travers une plateforme, c'est-à-dire pour déclarer les cas, pour la remontée sur le respect des conditions d'hygiène, le respect de la gestion des DASRI. Bien sûr, tout a été fait dans les règles de l'art. Après, en août, on a eu quand même l'autorisation de faire les vaccinations. Il y a eu un arrêté qui a modifié l'arrêté parce qu'en Tunisie, depuis 1974, on avait l'autorisation de pratiquer les injections. Mais avec ordonnance médicale. La nouveauté ici, c'est tous les tableaux, tous les produits sans tableau, on peut maintenant les faire sans ordonnance médicale. Et les vaccinations, bien sûr. Donc, on a aussi fait ça. Il y a eu une convention entre le ministère et l'ordre des pharmaciens, le syndicat. C'est bien sûr avec la contribution des syndicats de pharmaciens d'officine, avec la contribution des grossistes répartiteurs. Pour rémunérer le test et l'acte en soi. Non, le test c'est rémunéré, mais la vaccination, on a accepté de la faire gratuitement. Aussi bien pour les grossistes, pour l'acheminement que nous. Et ça a été on avait un retour très positif. Donc, je vous remercie. Voilà. Merci infiniment. Mathiang, tu voulais une petite remarque pour clôturer? Merci beaucoup. Je voudrais rebondir par rapport à cette question des compléments alimentaires et profiter de cette assemblée pour mieux attirer l'attention des pharmaciens que nous sommes par rapport à la préservation du monopole. Je pense que nous avons un monopole qui est en train de s'effriter. Et qui semble quand même donner d'autres élans par rapport aux missions du pharmacien. Aujourd'hui, il y a l'Organisation mondiale de la douane qui cherche par tous les moyens à redéfinir les médicaments et les reclasser. Ce qui, aujourd'hui, expose le pharmacien par rapport à sa mission de santé publique et qui pose également le problème de la gestion des compléments alimentaires. Au Sénégal, nous avons ces problèmes. Il y a des répercussions sur les prix des médicaments. Il y a une migration, une reconversion de certaines molécules qui font l'objet de prescriptions qui sont visées par rapport à la prise en charge des maladies et qu'on veut considérer comme étant des compléments pour les reverser dans le marché. C'est la même situation au Maroc. Merci à Mathiang. Merci à vous tous. C'est la même problématique que nous vivons aussi. J'ai notre ami qui souhaitait dire deux mots, qui est un de nos doyens de la profession, Jamal Zneber. Tu voudrais dire les... C'est bon? Parce qu'on doit céder là, donc bon, c'est bon. Demain, Inch'Allah... Je ne sais pas, ça peut prendre une minute? Voilà, alors 30 secondes. Non, restez, on va partir en même temps. Oui, bon, écoutez, très brillant, ouais. Je tiens à remercier les organisateurs d'Officine Expo et bien sûr l'équipe scientifique. Parce qu'à partir du moment où on a traité toute l'après-midi de l'évolution de la profession pharmaceutique, moi j'ai été diplômé à Strasbourg en 1973. Donc l'année prochaine, ça fera 50 ans. Et je ne peux pas m'empêcher de voir l'évolution de la profession en 50 ans. Il y a 50 ans, j'étais encore stagiaire, il m'est arrivé de faire jusqu'à 1500 gélules en une semaine. Et le fait aujourd'hui que la commission scientifique se projette dans l'avenir et dit voilà comment la profession est en train d'évoluer, il faut obligatoirement que nous nous investissons
dans les organismes professionnels, parce que ce sont les seuls qui sont les garants de la pérennité de notre profession. Alors, s'il vous plaît, participez à la vie de vos organismes professionnels et n'attendez pas uniquement un président ou avec une baguette magique. C'est tout. Merci, merci à vous tous. Merci. Il y a des champs communs sur lesquels nous devons travailler tous ensemble. C'est les pistes, les compléments alimentaires, avec les perceptions, avec attirer, les intégrer dans la santé. Donc, nous avons du boulot à faire ensemble. Merci à vous tous, vraiment, à nous avoir fait parvenir tous ces messages en si peu de temps. C'est formidable. Et toujours bienvenue à Officine Expo, toujours bienvenue le Maroc est votre pays. C'est votre pays.